dans le visage de ma mère devenir brusquement livide. Mais laissez-moi revenir en arrière car cette histoire n'a pas commencé ce jour-là. Tout a commencé à l'instant même où ma sœur Léa est née et que mes parents ont décidé sans jamais le dire à haute voix qu'elle était celle dans laquelle il valait la peine d'investir. En grandissant, Léa était tout pour eux. Elle était l'élève modèle, la championne de rhétorique, la fille qui avait annoncé à l'âge de 9 ans qu'elle allait devenir médecin. Et mes parents la regardaient comme si elle venait de guérir le cancer sur le champ. J'étais douée moi aussi. Je peignais, j'écrivais, j'avais de bonnes notes. Mais chaque fois que je rapportais quelque chose dont j'étais fière, la réponse était toujours le même genre de sourire distrait. Le genre que l'on donne à un enfant quand on pense vraiment à autre chose. Les réussites de Léa étaient encadrées sur le mur du salon. Les miennes restaient sur le comptoir de la cuisine jusqu'à ce qu'elles disparaissent discrètement. Ma grand-mère paternelle, Geneviève, l'avait remarqué. Elle ne disait jamais rien directement, du moins pas à mes parents, mais elle me parlait à moi. Elle prenait mon visage entre ses mains et me disait que je ne valais pas moins que les autres, Chloé, et qu'il ne fallait jamais les laisser me faire croire le contraire. J'avais 12 ans la première fois qu'elle a dit ça. Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'elle voulait dire. À 16 ans, je comprenais parfaitement. Ce que je ne savais pas, ce que personne ne m'avait dit, c'était que ma grand-mère avait constitué un fonds fiduciaire à mon nom à ma naissance. 750 000 €. De l'argent qu'elle avait économisé pendant des décennies. De l'argent provenant de la vente d'une propriété en Provence qu'elle possédait avant même d'épouser mon grand-père. Elle avait constitué ce fonds tranquillement, en privé. Elle me l'avait entièrement destiné. Pas pour Léa, pas pour la famille, mais pour moi, pour mes études, mon avenir, ma vie. Je n'en ai jamais vu un seul centime. À 18 ans, je voulais entrer dans une grande école des beaux-arts à Paris. Mes parents m'ont dit que nous n'en avions pas les moyens. Ils m'ont suggéré de faire un simple BTS en alternance. Ils ont dit que je devais être pragmatique, que l'art n'était pas un vrai métier, que je devais penser de façon réaliste à mon avenir. Je les ai crus. J'avais 18 ans et j'avais confiance dans le fait que mes parents me disaient la vérité. J'ai donc fréquenté l'université publique de ma région, j'ai cumulé des petits boulots de serveuse pour payer mes frais de vie, j'ai obtenu une licence en communication que j'avais choisie parce qu'elle semblait sûre, et j'ai passé les années suivantes à me construire une vie modeste. Prudente et ordinaire, en me demandant toujours pourquoi j'avais l'impression de partir de rien alors que d'autres personnes de mon âge semblaient avoir une sorte de fondation solide sous leurs pieds. Pendant ce temps, Léa est allée dans une école privée très chère. Ensuite, elle est entrée en faculté de médecine, un parcours long et coûteux. Et mes parents ont payé ses loyers à Paris et ses frais de scolarité sans jamais scier, sans jamais suggérer une seule fois qu'elle contracte des prêts ou qu'elle soit pragmatique ou qu'elle réfléchisse de manière réaliste à l'argent. Je n'ai pas demandé d'où venait l'argent. Je supposais qu'ils avaient des économies dont je ne connaissais pas l'existence. Les familles gardent tout le temps des secrets financiers. Je n'avais aucune raison de remettre cela en question. Ma grand-mère est tombée malade quand j'avais 29 ans. Un cancer du pancréas, rapide et brutal. Elle est partie dans les 4 mois suivant le diagnostic, et pendant ces derniers mois, elle est restée lucide jusqu'à la fin. Elle savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle a appelé son avocat, mis à jour certains documents et écrit une lettre de sa propre main qu'elle a scellée et remise directement à son notaire avec des instructions précises sur le moment où elle devait être ouverte. Elle savait ce que mes parents avaient fait. Elle le savait depuis des années, et elle avait attendu, patiente, calme, délibérée, pour s'assurer que lorsqu'elle ne serait plus là, la vérité éclaterait dans une pièce où personne ne pourrait s'en sortir par des mensonges. Ce mardi après-midi dans le cabinet du notaire, avec cette odeur de vieux café dans l'air, était cette pièce. La lecture du testament elle-même était presque ordinaire au début. Nous étions assis sur une rangée de chaises rigides. Moi, mes parents, Léa, qui était venue en train depuis son internat, l'air fatigué et vaguement irrité de devoir être là. Mon père était accompagné de son propre avocat, ce que j'ai trouvé étrange à l'époque. Je me suis dit qu'il était simplement prudent, comme il l'avait toujours été pour les questions d'argent. Je ne savais pas alors qu'il savait déjà ce qui risquait d'arriver. Il vivait avec la possibilité de ce moment depuis des années.
Le notaire, un homme calme nommé Maître Lefebvre, a d'abord passé en revue les parties classiques de la succession. La maison familiale, un petit compte d'épargne, quelques bijoux. Ma mère faisait déjà ses calculs. Je pouvais le voir à sa posture, son léger basculement vers l'avant, ses mains croisées un peu trop fermement sur ses genoux. Puis Maître Lefebvre a marqué une pause et a déclaré qu'il y avait une question supplémentaire. Il a expliqué que ma grand-mère avait établi un fonds de réserve à ma naissance, financé entièrement par ses actifs personnels et désigné exclusivement à mon profit. Il a indiqué la valeur initiale de 750 000 euros. Il a ensuite indiqué la valeur actuelle qui était de 0. Ma mère a émis un son, pas tout à fait un cri, quelque chose entre un halètement et un sifflement aigu. Mon père est devenu totalement immobile. Léa semblait confuse, regardant alternativement mes parents et le notaire comme si elle assistait à une conversation dans une langue qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Je suis restée assise là et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds au ralenti. Maître Lefebvre a continué très calmement, de la manière dont les juristes le font lorsqu'ils délivrent des informations qui vont changer définitivement la structure d'une famille. Il a expliqué que le fonds avait été utilisé à partir de mes 18 ans, que les retraits avaient eu lieu sur une période d'environ 6 ans, que les fonds avaient été utilisés, il a fait une pause ici en lisant attentivement, pour les frais de scolarité d'une école de commerce privée. Les frais de la faculté de médecine, les frais de subsistance et les coûts associés pour Léa Marie Durand, le nom complet de ma sœur, dans un document légal lié à mon argent. Mon père a immédiatement appelé son avocat dans un coin de la pièce. Il y a eu des chuchotements. Ma mère avait cessé de faire des bruits et était devenue complètement rigide. Léa avait compris suffisamment de ce qui se passait pour avoir reculé légèrement sa chaise de la table comme si elle essayait de s'éloigner physiquement de ce qui était dit. Ensuite, Maître Lefebvre a dit qu'il y avait un dernier élément. Il a précisé que ma grand-mère avait laissé une lettre écrite de sa propre main avec l'instruction qu'elle soit lue à haute voix dans son intégralité lors de cette réunion en présence de toutes les parties. Il l'a lue. Je ne vais pas répéter chaque mot ici car certains étaient des choses personnelles qu'elle me disait, des choses qu'elle voulait que j'entende et qui me semblaient trop privées pour être partagées complètement. Mais je vais vous dire ce qu'elle a dit à mes parents. Elle a dit qu'elle avait découvert ce qu'ils avaient fait quand j'avais 24 ans et que Léa commençait sa 2e année de médecine. Elle avait confronté mon père en privé. Il ne l'avait pas nié. Il l'avait expliqué comme il expliquait toujours les choses, calmement, logiquement, avec des raisons qui semblaient presque raisonnables si l'on ne réfléchissait pas trop à ce qui se cachait réellement derrière. Il a dit que Léa en avait plus besoin pour réussir. Il a dit que mon avenir était plus flexible. Il a dit qu'il finirait par arranger les choses pour moi plus tard. Ma grand-mère a écrit qu'elle avait décidé de ne pas s'adresser aux tribunaux immédiatement parce qu'elle croyait mon père quand il disait qu'il réparerait la situation. Elle a attendu, elle a observé. Il ne l'a jamais fait. Alors, elle a rétabli la justice elle-même. La lettre expliquait qu'elle avait restructuré le reste de sa succession spécifiquement pour compenser ce qui m'avait été pris. Tout ce qui lui restait, sa maison de campagne, son compte d'investissement, ses bijoux de valeur, elle me les avait légués entièrement. Pas de partage, pas de division, tout pour moi. Elle avait également, notait la lettre, déposé un rapport détaillé auprès de son notaire documentant l'historique complet des retraits du fonds avec l'instruction que ce rapport soit mis à ma disposition pour engager des poursuites judiciaires si je choisissais de le faire. Mon père s'est rassis lourdement au milieu de la lecture de la lettre. À la fin, il avait les mains sur le visage, et quand Maître Lefebvre a fini de lire, la pièce était plongée dans un silence total. Et mon père a dit très doucement, à peine plus qu'un murmure qu'elle avait fini par découvrir la vérité, comme s'il s'y attendait, comme si une partie de lui avait toujours su que ce jour viendrait. Je l'ai regardé assis là et j'ai senti quelque chose basculer en moi. Pas de la rage exactement, quelque chose de plus calme et de plus permanent que la rage. J'ai pensé à chaque brochure de formation courte que j'avais dû consulter, à chaque fois qu'on m'a dit d'être pragmatique. Chaque année passée à construire une petite vie prudente en croyant que je n'avais tout simplement pas reçu la chance que Léa avait reçue, sans savoir que j'avais reçu quelque chose et qu'on me l'avait volé. J'ai depuis parlé avec mon propre avocat. La procédure est en cours pour détournement de fonds. Léa a déclaré qu'elle ne savait pas d'où venait l'argent et je la crois. Cette partie-là du moins,
Je la crois. Mes parents ont proposé des explications, puis des excuses, puis encore des explications. J'ai tout écouté. Mais je reviens sans cesse aux mains de ma grand-mère tenant mon visage. Tu ne vaux pas moins que les autres, Chloé. Elle savait déjà à l'époque ce qu'elle allait faire. Elle me protégeait déjà contre ma propre famille. Certaines personnes attendent toute leur vie que quelqu'un croie en elles aussi complètement. J'ai eu cela. Je ne le savais simplement pas jusqu'à la fin. Et d'une certaine manière, le savoir maintenant est suffisant pour me permettre de tenir debout et de réclamer ce qui me revient de droit. Cette histoire est un rappel poignant que la trahison familiale peut laisser des cicatrices bien plus profondes que n'importe quelle difficulté financière. Voir des parents privilégier un enfant au détriment d'un autre, au point de détourner un héritage qui lui était strictement destiné, est une réalité dévastatrice qui arrive parfois dans les familles où les apparences comptent plus que l'équité. La sagesse et la prévoyance de la grand-mère dans ce récit sont admirables. Elle a su transformer son silence en une arme de justice tardive mais implacable, s'assurant que la vérité éclate de manière incontestable devant un officier ministériel. Pour Chloé, ce n'est pas seulement une question d'argent récupéré ou de biens immobiliers, c'est la reconnaissance officielle de sa valeur et de sa légitimité qui lui avait été niée pendant toute sa jeunesse. En France, le détournement de fonds au sein d'une succession est un sujet complexe, mais avec les preuves documentées par le notaire, le dossier semble solide. C'est une leçon sur l'importance de l'intégrité et sur le fait que les secrets de famille finissent souvent par être révélés, changeant à jamais la dynamique entre les membres. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous la force de poursuivre vos propres parents en justice si vous découvriez qu'ils vous ont volé votre avenir pour favoriser votre frère ou votre sœur, ou préféreriez-vous pardonner pour tenter de maintenir les liens familiaux malgré tout ?